L'apôtre des bonnes nouvelles. Bonsoir à tous. Voici 3 ans et quasiment 6 mois que les Camerounais attendent, depuis en tout cas le dernier remaniement ministériel intervenu le 4 janvier 2019, au lendemain de la dernière élection présidentielle, un gouvernement de 63 membres que dirige Joseph John Gouté et qui est constitué de 4 ministres d'État, 31 ministres, 12 ministres délégués, 5 ministres chargés de mission et 10 secrétaires d'État, soit au total 63 ministres. Malgré les conjectures, les scandales et quelques autres rendez-vous électoraux qui auraient pu justifier un nouvel attelage gouvernemental, rien n'a fait scier le président de la République qui, en la matière, est seul à juger de l'opportunité et de la nécessité. Peut-on donc conclure qu'il est jusqu'ici satisfait de son équipe gouvernementale? Remaniement du gouvernement, qu'est-ce qui coince? Mot pour mot, ouvre le débat ce soir. Et puis, deuxième sujet de discussion, c'est l'affaire Glencore. On l'a appris au travers des tribunaux américains et britanniques que le géant mondial du négoce des produits pétroliers s'est rendu coupable de faits de corruption et de manipulation sur certains marchés en Asie, en Amérique latine et en Afrique. Le Cameroun est cité dans cette sombre affaire et l'on indique que des hauts fonctionnaires et des hauts cadres de la Sonara et de la SNH ont été corrompus pour pas moins de 7 milliards de nos francs CFA. L'opposition crie au scandale d'État et exige des comptes pendant que le gouvernement reste globalement muet. Que faut-il comprendre de cette autre affaire et que peut aujourd'hui faire l'État du Cameroun c'est tel qu'il est supposé, les faits sont avérés. Nos invités en débattent ce soir donc. Bienvenue à toutes et à tous. Invités sur le plateau de Mot pour Mot ce soir, ils sont 4. Emmanuel Pensi, avocat au barreau du Cameroun. Et puis Charles Lisan du RDPC, Jean-Robert Wafo, ancien maire du Social Democratic Front. Et puis Maître René Roger Bébé, adjoint au maire de la commune de DIA 1er, sous la bannière du PCRN. Je commence donc par ma gauche. Maître René Bébé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Somba. Merci de m'avoir invité. Tout à côté de vous, votre collègue maire, Jean-Robert Wafo du SDF. Bonsoir. Bonsoir Polycap, bonsoir à tous les copanélistes ainsi qu'aux millions de téléspectateurs qui nous suivent. Merci à vous. Et puis en face, Charles Lisan du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir Charles Ly. Bonsoir M. Somba. Merci de l'invitation et bonsoir mes chers aînés sur le plateau. Et pour boucler la boucle, un autre avocat sur le plateau, un doyen du barreau, Maître Emmanuel Pensi. Bonsoir Maître. Bonsoir, M. Somba, et je suis agréablement surpris par la beauté de ce studio. Et je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Mais je voudrais quand même, avant que vous me posiez la question, parler un peu de ce qui s'est passé à Dikolo. J'en arrive, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Qui me tient à cœur. Comme à tous, enfin tous les Camerounais naturellement, mais j'allais dire plus précisément, tous les ressortissants de la communauté Sawa. Je voudrais, messieurs, si vous en convenez avec moi, que nous parlions d'abord un peu de l'actualité. Vous savez, aujourd'hui, on a appris aux premières heures de la matinée la libération sur le front de guerre. Quand je parle du front de guerre, je parle ici du nord-ouest et du sud-ouest, la libération donc de Regina Mundi, la sénatrice RDPC, après une opération de nos forces de défense et de sécurité. Elle aura passé 1 mois en captivité et a donc été libérée grâce à cette intervention. C'est un communiqué du ministre, du chef de division de la communication du ministère camerounais de la Défense qu'il a rendu public. Écoutons ces quelques mots qu'elle a prononcés quelques heures après sa libération et puis nous en discutons très brièvement sur ce plateau. D'être à des Bamenda Airport dernièrement. Your Excellency and all the generals that are present. There are times when a politician cannot talk much.
as a teacher, politician, I should not lack words, but there are times when the emotions are too heavy. I'm really overwhelmed with a concern for my release, starting from the presidency. In fact, I thank the head of state. I thank the governor. I thank all the generals and all the military people. As they say in Pidgin, story long, time short. What I have seen in this month is not what we can talk here. But this country, this region is at war, real war. It is not easy. It is really difficult for the military. It is not easy. We shall have time to talk more. But just to let you know one thing, that our country is such that everyone is treated fairly and equally. There's a lady I travel with. I wish she were out of the car so the governor would have seen her out of the Helicopter. She was detained and harassed, and the military rescued her. So the military will rescue anybody. It's not just a senator that the military will go after to rescue. The military will rescue everybody. Voilà, c'était la Regina Mundi, sénatrice RDPC, manifestement en bonne santé, bien portante. L'émotion, évidemment, l'a submergée au moment de prendre la parole, mais messieurs, c'est clairement une bonne nouvelle que de la savoir libre aujourd'hui. Jean-Robert Wafo. Oui, tout à fait. Elle, au moins, elle a eu la chance, n'est-ce pas, de sortir des griffes donc des preneurs d'otages. Tant mieux pour elle, pour sa famille, ainsi que pour sa famille politique. Son kidnapping pose toujours le problème de la situation dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. J'ai bien envie de me poser la question de savoir qu'est-ce qu'on attend pour résoudre définitivement cette crise. Parce que ce que je vais dire, contrairement au discours officiel, c'est que nos compatriotes anglophones, et ça il faut le dire ici clairement, il y en a qui croient encore au fédéralisme. Mais l'autisme, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent, fait que le sentiment sécessionniste grimpe de plus en plus dans ces deux régions. Parce que, voyez-vous, il ne faut pas faire dans la langue de bois, parce que des gens meurent. On est à plus de 3000 morts, près de 600 000 déplacés internes, près de 3000 réfugiés. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut retourner au fédéralisme. Parce que c'est la position du SDF. Même pas seulement du SDF. C'est la position personnelle de Robert Wafo. Je dis, du SDF, donc bien évidemment, nous sommes pour un retour, n'est-ce pas, à deux États fédérés pour n'est-ce pas, nous réconcilier avec notre histoire. Il n'est pas exclu que dans ces deux États fédérés, déjà pour nous réconcilier avec cette histoire, pour que la tension baisse, pour que les gens sentent leur appartenance, n'est-ce pas, que dans ces États-là, qu'il y ait une espèce donc, de régionalisation. Ça, ce n'est pas exclu, mais déjà, il y a une urgence, c'est la guerre. Il faut mettre fin à cette guerre. Et je suis de ceux qui pensent que ce sentiment qui a progressivement animé nos compatriotes, n'est-ce pas, des deux régions du Nord-Ouest et du Sud, c'est-à-dire que trouve sa source dans ce que je peux appeler cette décentralisation qui est monnaie. Qui est ratée. Qui est monnaie. Qui est monnaie. Ce n'est pas le débat. Non, oui. Ce n'est pas le débat. Oui. Je dis bien qui est monnaie. Et oui. je pense, pour ma part, oui. qu'il faut renforcer, n'est-ce pas, le dialogue.
Qu'est-ce que ça coûte au président de la République, n'est-ce pas, d'inviter au palais d'Etoudi tous les leaders de l'opposition et leur dire tout simplement, cette affaire, je n'ai pas encore pu la régler, je vous mets en mission de bons offices pour m'appuyer dans ce sens. Je dis, vous verrez, il y aura, c'est-à-dire que si une telle démarche est adoptée et que ceux qui sont mis en mission de bons offices rencontrent effectivement ces leaders, ce n'est pas des hommes en bois. Ils ne sont pas en bois, ils ont également un cœur. Et qu'on leur fasse comprendre que non, mais c'est notre pays à nous tous. Revenons ensemble, nous allons bâtir ce pays ensemble. Mais je dis, pour que ce discours soit audible, il faut d'abord qu'on se réconcilie avec nous-mêmes, qu'on retourne d'abord au fédéralisme, parce que la décentralisation a échoué, ça, je ne reviens pas là-dessus, tout le monde le sait, tout le monde le constate. La preuve, c'est que c'est les multiples forums que on organise, donc séminaires et tout. Je suis avec un maire, lui-même, il peut vous dire, n'est-ce pas, s'il est de très bonne foi, s'il est de bonne foi, ce que lui, il ressent dans la gestion, n'est-ce pas, courante de sa commune. Donc, je dis, tout est encore possible. On peut bien s'asseoir ensemble, mais surtout que les gens ne s'approprient pas, n'est-ce pas, ce combat qui doit être pacifique. Qu'après, on ne vienne pas dire, oh, c'est la victoire de... Non, ce sera la victoire du pays, ce sera la victoire des Camerounais et de tous les Camerounais. Très bien. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir sur cette question de la libération de Regina Mundi, Maître Pensy? Oui, je voudrais dire tout simplement que je suis heureux qu'elle soit libre parce qu'il faut féliciter nos forces de défense pour le travail abattu, parce qu'il semblerait qu'elle est partie... alors qu'on lui avait dit que c'était dangereux d'aller dans ce coin-là. Et je ne voudrais pas ici qu'on se trompe de sujet, parce que mon ami Wafo, vous lui demandez, est-ce que vous êtes content que cette dame-là soit sortie? Il est parti sur une diatribe d'une demi-heure ou de 20 minutes sur la décentralisation. Il est hors sujet. Sachez tout simplement, et d'ailleurs, s'agissant de la rencontre des personnalités, on vous a invité. Le SDF au Grand Dialogue, vous avez refusé de venir. Si, le SDF y était. Non. Oui, bon, vous êtes au sujet déjà. Oui, j'étais là-bas. Non, c'est la même chose. Non, je pense que le SDF a participé aux travaux. Il a participé très peu. Ni John Frunji y était. Joshua aussi. Oui, Joshua était au début. Moi-même, j'étais. Mais ils ont toujours refusé, tout simplement, que le gouvernement dise que le Cameroun est un et indivisible et que nous sommes contre la décentralisation, contre le fédéralisme. Ce que nous voudrons, et je dois dire d'ailleurs, si vous regardez au niveau des populations, actuellement, j'ai discuté avec un commissaire divisionnaire de la région, de ces régions-là, il m'a dit que les populations même en ont marre. Alors, les populations en ont marre et le communiqué du colonel Atonfak met un point d'honneur à insister sur le fait que cette fois-ci, les populations ont collaboré pour c'est ce que je voulais dire aider à la libération de la sénatrice. Mais c'est une bonne chose qu'elle soit libérée et je suis content pour ça, elle et sa famille, parce que d'autres ont été assassinés dans des conditions absolument douloureuses. Charles Lisan, sur la question. Ce sont les populations qui ont collaboré et ça montre donc le concept Amiens-Nation. Et il faut dire que lors de la sortie, s'il y a un nouveau communiqué qui est sorti ce matin, le patron de la communication de la Grande Muette, le colonel Atonfak parle de 1450 collaborations directes ayant abouti à la neutralisation de faux généraux par la population. Donc la population de plus en plus collabore. Deuxième chose, il y a eu 315 manifestations depuis le début de l'année des populations contre les amabors, c'est-à-dire les femmes, les jeunes, les commerçants qui manifestent. Donc il y a une montée en puissance de la population. Donc, contrairement à ce que disait Jean-Robert, qui estime que le sentiment d'appartenance à la nation est en train de se déliter, vous pensez qu'il y a un regain... C'est clair sur le terrain. Et puis, vous voyez le nombre impressionnant de jeunes qui quittent le bush, qui ne font que rentrer dans les CDR. Parce que de plus en plus, ils laissent les armes pour rejoindre la vie normale. C'est ce côté-là qu'on ne veut pas voir. Maintenant, moi, j'ai toujours dit à mon grand frère Jean-Robert Wafo que la forme d'État n'absout pas les volontés sécessionnistes, nationalistes, hégémonie de certaines personnes. Je peux lui citer tous les pays du monde entier qui sont dans le fédéralisme et qui ont des problèmes de sécession chez eux. Donc, ce n'est pas un problème de forme d'État, c'est un problème de gouvernance et c'est aussi un problème du fait que les gens ont besoin de vivre dans leur pays comme ils veulent. Mais si nous sommes d'accord sur ce plateau, qu'on ne peut pas partitionner le Cameroun en 2 ou en 3 ou en 4 ou en 5,
seront d'accord qu'il faut lutter contre les terroristes. Parce que ce ne sont que des terroristes qui restent là-bas. Ce n'est plus une histoire de... Et mon grand frère parlait du grand dialogue national, où ils étaient, où tout ce que les anglophones ont demandé pour le retour à la paix a été donné. Vraiment, continuons à travailler. A été donné, mais appliqué comment? C'est notre débat. Maître René Roger Bébé, sur la même question, il faut qu'on passe à autre chose. Oui, ben, je ne peux que partager la joie, partager la satisfaction de tous les copanélistes et dire un grand merci à nos forces de défense et de sécurité pour l'action décisive qu'elles ont menée en vue de la libération de cette dame. Nous pouvons comprendre vraiment par quelles émotions elle est passée. La peur, la panique, le désespoir, parce que sa mort avait même été prévue pour le 20 mai, oui. date symbolique. Donc elle avait toutes les raisons de penser qu'elle y passerait vraiment. Heureusement, ça n'est pas arrivé. Nous félicitons nos forces de défense et de sécurité. Mais je pense que nous ne devons pas nous arrêter là. Nous ne devons pas attendre que des gens soient enlevés, tués, pour que nos forces de défense réagissent. Nous devons tout mettre en œuvre pour que cesse cette guerre civile qui sévit au Cameroun, appelons-la ici. Vous comprenez? Et c'est pour ça que je ne pense pas que Jean-Robert Wafo est hors sujet quand il parle de la forme de l'État. Parce que si nous pouvons nous asseoir avec tout le monde, y compris ces gens qui sont en brousse, s'ils réclament le fédéralisme, en quoi est-ce que le fédéralisme est-il incompatible avec l'État uni? Entrer dans le fédéralisme ne veut pas dire partitionner le pays, ne veut pas dire diviser le pays. Les États-Unis ne sont pas un pays uni. L'Allemagne n'est pas un pays uni. Le Brésil n'est pas un pays uni. Ils ne veulent pas le fédéralisme. Ils veulent leur pays. Donc, qu'on appelle l'ambassade. Non, mais nous disons... Non, non. En politique, il faut demander plus pour obtenir peu. Donc, ils demandent la sécession. Oui. Mais si on s'assoit, ils vont accepter une solution médiane, qui est le fédéralisme, que nous prenons depuis. Maître René, c'est pour ça que René Roger Bébé a écrit un livre, le fédéralisme communautaire, je voulais en parler. Oui, Jean-Robert. 30 secondes. Oui. Moi, je vais dire une chose. On n'est pas venu ici faire dans la langue de bois. Voilà le titre. Voilà l'émission mot pour mot. Il faut dire les choses. Il faut dire des choses. Je vais vous dire. Quand vous dites qu'il ne faut pas partitionner le pays, la Constitution fédérale de 61 parle d'un Cameroun uni et indivisible. À l'article 47 de cette Constitution, on dit clairement que toute révision de la Constitution qui porte atteinte à la forme de l'État est irrecevable. Pour dire quoi? Voulez-vous nous faire comprendre que de 61 à 72, le Cameroun n'était pas un et indivisible? Le Cameroun était un et indivisible. Et puis, je vais dire une chose. La décentralisation est inscrite dans la Constitution du 18 janvier 1996. Moi, de 2007 à 2020, j'ai été conseiller municipal, puis maire. Je sais de quoi je n'ai pas été membre de la commission des finances. C'est nous qui avons fait bouger les choses. Il n'y a pas de problème. Ceux qui ne veulent pas du fédéralisme, ce sont ceux qui ont fait de l'État unitaire, de l'État unitaire décentralisé, entre guillemets, leur mamelle nourricière. Le fédéralisme, c'est quoi? Le fédéralisme, c'est le partage du pouvoir, le partage des compétences. Alors que la décentralisation, ce qu'ils ne font d'ailleurs pas, le transfert des compétences. Au rythme où nous sommes là aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement une question sémantique. Ce n'est pas une question sémantique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas gérer, l'ensemble du pays. C'est-à-dire les réalités, par exemple, qu'il y a du côté francophone, ce n'est pas les mêmes réalités qu'il y a du côté anglophone. C'est pour ça qu'également, à l'intérieur, je dis, on peut faire une régionalisation, parce que les réalités qu'il y a, par exemple, on peut dire, dans le centre, ne sont pas les mêmes dans le sud ou bien dans le nord. Mais je dis, pour se réconcilier d'abord, revenons à la création de l'État. Donc, quand c'est deux territoires qui se sont mis ensemble. Je dis bien c'est deux territoires. Non, je suis désolé, ce n'est pas le débat. On aura l'occasion d'avoir ce sujet. Ce n'est pas la forme de l'État qui réunit les Camerounais. Charles-Élie. Ce sentiment-là, a été exprimé. Mes amis, on fera le débat. Charles Lisan. Ceux qui voulaient le fédéralisme étaient derrière. Bien, Charles Lisan, Jean-Robert Wafo. Ça ne veut rien dire. Attendons 2025. Non, pour le ça ne veut rien dire. Non. Chaque fois qu'on a changé la forme de l'État dans un pays, mais il y a des présidents toujours qui ont été en place.
Mais compte tenu donc des circonstances, mais effectivement, compte tenu donc Bien, monsieur, je vous en prie. Je vous en prie. Gagner les élections, on change, c'est simple. Je vous en prie, ce n'est pas le débat. C'était une ouverture, c'était un sujet d'ouverture. Charles Elisan, un peu de discipline sur le plateau, respectez aussi quand même voilà, la personne qui vous a réuni ici ce soir et qui modestement essaie de modérer un débat pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs. Donc ce n'était pas le sujet. On aura l'occasion évidemment que ça déchaîne des passions. C'est un sujet prégnant et qui préoccupe tous les Camerounais, mais pour ce soir, nous avons choisi de parler d'autre chose. J'ai voulu juste, pour marquer le coup en fonction de l'actualité, que nous disions un petit mot sur la libération de la sénatrice. Et maintenant, je reviens à Maître Pensy avant d'ouvrir la première thématique de ce soir. Vous vouliez à tout prix dire un mot sur cette autre crise que nous vivons à Douala, à savoir les casses survenues pas très loin d'ici, au quartier Bali, au lieu nommé d'Ikolo. Vous êtes vous-même de la communauté Sawa. Je sais que vous êtes fortement préoccupé par ce qui se joue là-bas, ce qui se passe. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire absolument ce soir? Je voulais d'abord dire que ce n'est pas une affaire uniquement Sawa. Ce n'est pas une affaire Sawa. Ouais. À Dikolo, il y a des personnes importantes. J'ai un de mes amis personnels qui s'appelle Vincent Fabonana, dont le père était député, et qui avait une assurance Zénith au bout, qu'on a cassé. Vous avez par exemple M. de Chungwen qui est là-dedans, mais il n'a pas été cassé. J'ai une dame Bassa. Francis Nana qui n'a pas été cassé. Francis Nana n'a pas été cassé. Le patron de Biopharma. Le Biopharma entre autres. N'a pas été cassé, etc. On a ciblé les gens. Ce que je voudrais dire au niveau de cette affaire, parce qu'il y a plusieurs tromperies. La première tromperie vient du fait qu'on a appelé quelqu'un investisseur. Ce monsieur a été radié au barreau du Canada pour avoir détourné moins de 3 200 000 francs de ses clients. J'ai la décision du barreau du Canada que je peux vous produire ici, qui a déclaré qu'en 2018, ce monsieur a d'abord détourné 2 000 $, puis après une somme de 4 000 $ canadiens. Et j'ai calculé, ça faisait à peu 4 400 $ canadiens, ça faisait à peu près 3 200 000 francs CFA, un peu moins. Comment se fait-il que ce monsieur puisse dire maintenant qu'il est un grand investisseur? Première chose, c'est faux. La deuxième chose que les gens doivent comprendre, que sur ce terrain-là, il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Le terrain dont il s'agit était, dans la convention, un terrain qui appartenait à l'ancien Régis Fercam. Il portait sur 1,8 hectares. La convention signée avec ce soi-disant investisseur portait sur 2 hectares. Pour compléter les 2 hectares, ils ont ajouté le titre foncier 750W qui se trouve à Besenge Daïdou pour l'inclure dans la convention. La deuxième chose qui se passe, c'est qu'ils ont évacué les personnes qui sont là-dedans. Ça peut être normal parce qu'on peut dire qu'il y avait une expropriation d'utilité publique. Mais en droit, on ne peut pas faire une expropriation d'utilité publique pour un privé. Et ce qui s'est passé, c'est que depuis, ce monsieur avait dit que c'était l'hôtel Hilton qu'il allait construire. Ça a commencé, à l'origine. À l'origine. Ça a commencé en 2014. Oui. À l'époque, c'était Tonin qui était délégué du gouvernement. Et qui, semble-t-il, a trouvé ce site-là au bénéfice de cet investisseur. À la demande de l'État. Si on voit bien le contrat qui a été signé. À la demande de l'État. Et la personne qui dirigeait cela, c'est Yango, qui est quelqu'un de brillant, qui est directeur à la communauté urbaine, qui s'occupe notamment du développement, de la planification. Et ils ont trouvé ce terrain, et ce monsieur n'a pas pu faire cet hôtel parce que non seulement Hilton ne pouvait pas être là, mais tout cela était fallacieux. Maintenant, il revient, il dit qu'il fait pour Marriott. Marriott a publié sur son site qu'ils n'ont aucun projet au Cameroun sur un hôtel. Bon. Et troisièmement, dans le cadre de leurs opérations, ils sont allés casser des gens qui ont des titres fonciers et des familles qui sont là depuis peut-être 50, 60 ans et qui n'étaient pas inclus dans le décret d'expropriation d'utilité publique. Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont cassé, ils sont allés au-delà de 4 hectares. Et ces familles-là se sont donc rebellées. Je voudrais également dire autre chose.
qui me paraît... Pour terminer, qui me paraît être grave, c'est que dans cette affaire, ce monsieur-là est un prêtre non. Parce que dans la plupart des choses qui se passent, on vous exproprie et après, parce que sur la même affaire, on a fait une expropriation sur 14 hectares environ à Douala et les terrains, souvent, reviennent à certaines autorités à vil prix. Donc c'est un scandale d'État. On ne peut pas demander... Et le chef, le fils de René, ce qu'on appelle les Bumbu, a signé une convention. Il a touché de l'argent pour demander aux populations de partir peut-être à 10 km de Douala, alors qu'ils sont propriétaires de leur titre foncier et en droit, le titre foncier qui est inviolable est inattaquable. Je voudrais également dire, s'agissant d'une convention en droit, et Bébé est là, une convention illicite, n'est-ce pas, est nulle. La fraude corrompt tout. Donc, dans cette affaire, je dois le dire ici que je suis indigné par ce qui se passe. L'État doit revoir la copie parce que tout ce qu'il y a, c'est un prétexte fallacieux avec des méthodes de mafieux pour s'approprier des terrains qui appartiennent, non pas seulement à Sawa, mais à la totalité de tous les Camerounais. Très bien. Voilà qui est dit. Voilà qui est dit. Non, ce n'est pas un débat, Jean-Robert. Là, encore une fois, ce n'est pas le débat. Je vous ai dit qu'on va en parler, ce n'est pas le débat. On a eu l'occasion déjà de parler de cette question de Ticolo sur ce plateau. C'est que Jean-Robert. Le tribalisme que les gens ont voulu exciper par rapport à cette affaire. Et ça, je vous dis bravo. Voilà, merci, c'est entendu, Jean-Robert. Mais pour préciser, être complet sur la question, parce qu'il y a quand même eu ces dernières heures, ces derniers jours, une évolution. Vous en êtes informé, Maître Pensi, c'est cette fameuse réunion le samedi entre le gouverneur de la région et voilà les... C'est un faux truc, parce que le gouverneur... Non, permettez, non, j'assume mes responsabilités. Je donne d'abord les faits, Voilà. Donc le gouverneur a acté l'arrêt des travaux sur le site d'abord, donc ça c'est un fait. Donc, et puis, une commission ad hoc a été mise sur pied là un mois pour rendre sa copie. Donc, il y a des discussions qui sont en cours. Et ce travail a commencé lundi, c'est-à-dire hier. En attendant, dans l'intervalle, dans les 30 jours, au bout, dans les 30 jours, et la commission ad hoc est présidée par pardon? Le secrétaire général du service du gouverneur. Le secrétaire général du service du gouverneur, tout à fait. Et au sein de laquelle cette commission, il y a d'honorables personnalités comme Thomas Toboy-Youm et d'autres. Donc voilà, on attend la fin du mois, à la fin juin pour faire le bilan, pour revenir sur... Très bien. Il y a des avocats dedans. Permettez qu'on avance. Nous allons prendre une respiration pour venir introduire le premier sujet en débat ce soir. Merci à la régie. Voilà, merci de nous retrouver sur le plateau de Mot pour Mot ce soir qui traite donc de la question du remaniement gouvernemental. Je le disais d'entame de propos, voilà maintenant 3 ans et demi que les Camerounais vivent sous l'ère du gouvernement pas Yan Filmon, plutôt Joseph John Ngouté, qui a été porté à la charge, je crois, en janvier 2019. Quelques semaines après l'élection, 2 mois après l'élection présidentielle 2018. Et depuis lors, plus rien. Chaque semaine ou à peu près, des gouvernements sortent ici et là sur les réseaux sociaux annonçant comme une forte pression des populations à voir changer le gouvernement. Pourquoi et comment? Suivant d'avoir ce reportage de Marie-Vonne Ndongo qui prend l'humeur des résidents de Douala sur cette question du renouvellement de l'équipe gouvernementale. Dans les rues camerounaises, chacun a sa conception du remaniement ministériel. Mais si l'on est d'accord sur un point, il s'agit d'un sujet qui dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, Paul Biya. Ça, c'est le secret de Dieu. Et président de la République, son Excellence Paul Biya, connaît ce qu'il fait. Et en temps opportun, il va sortir son remaniement. Si ce n'est pas le moment, il peut laisser. Parce que c'est lui seul qui sait qui doit faire quoi et qui peut faire quoi. Je pense que notre président de la République est en train de prendre tout son temps pour pouvoir
faire cela. Je pense que s'il n'y a pas encore eu de remaniement ministériel, c'est juste que le temps, le chef suprême est en train de prendre le temps pour regarder à partir des rapports qui lui seront posés sur la table. C'est de la discrétion du chef de l'État. Je pense qu'il est la seule personne habilitée à remanier le gouvernement. Donc si jusqu'aujourd'hui il n'y a pas de remaniement, je pense que c'est parce que le gouvernement actuel lui semble être très bon. Pour le moment, il faudra donc attendre les hautes instructions. En patientant, certains s'entraînent à dresser le chapelet des secteurs pour lesquels il faut rapidement voler au secours. Il y a beaucoup, c'est-à-dire que les infrastructures routières surtout, c'est-à-dire qu'il y a des zones tellement enclavées, il y a des choses qu'il faut changer vraiment de ce côté-là. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de la zone, de la région de l'Est. Donc l'Est est tellement enclavé au point où vraiment aller dans mon village c'est vraiment un concours de titans, c'est-à-dire que c'est pas évident. Top 1, le ministre des Travaux publics, qu'il faut changer à tout prix. Tous les Camerounais évoquent un bilan à peine positif. Toutes les routes sont tellement carrossables qu'on ne sait pas. On avait lancé le tronçon de Nguelmendouka jusqu'aujourd'hui. Aucun pavé ne s'est lancé dessus, même pas de Posiland, rien. Donc vraiment, cette affaire-là, moi, parfois je me réserve un peu parce que je me dis c'est toujours des redites. On revient tout le temps poser les mêmes questions. On ne sait pas ce que l'Assemblée nationale fait. Quand la route passe au développement, il y a les travaux publics avec l'état de route qu'on peut constater ici et là. Le ministre des Travaux publics, oui, il doit, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à changer dans ce secteur-là. Parce que nos axes routiers ne sont pas vraiment en pleine forme. Top 2, le ministère du Commerce. La vie au Cameroun coûte cher. Sur la route, cette commerçante a un message à passer au ministre en charge. Vous-même, vous voyez que les choses ne marchent pas. Quand quelque chose ne marche pas, on change. Le marché, nous, on ne vit pas. Moi, je ne connais pas les ministères. Je sais seulement que rien ne marche. Top 3, le ministère de l'Enseignement supérieur. En allant faire certifier leurs documents, ces jeunes diplômés adressent le cri de détresse. Si aujourd'hui je suis en train de m'exprimer, je peux écrire, je sais lire, c'est aussi grâce à ces messieurs qu'on néglige, qui sont nos enseignants. Une autre catégorie de la population, c'est celle qui ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet. Pour eux, c'est tout simplement peine perdue. De toutes les façons, ils n'ont pas connu beaucoup de remaniements de l'équipe gouvernementale depuis leur naissance. Bon, depuis que je suis né, je n'ai pas le nombre exact, mais depuis que je suis adulte, je pense déjà avoir assisté à 2 ou 3. En attendant, chacun continue de vaquer à son occupation. Voilà donc pour l'humeur des Doualais sur cette question de remaniement du gouvernement. Comme je l'indiquais en introduction de ce sujet. Messieurs, vous êtes tous témoins avec moi de ces gouvernements qui circulent dans les téléphones quasiment chaque semaine. On voit des noms circuler. C'est comme s'il y avait une demande, une pression qui est faite sur l'exécutif, le chef de l'État, pour remanier à tout prix. Pourquoi d'abord cette volonté de voir le gouvernement remanier à tout prix? C'est la principale question que je me pose, la première question que je me pose en tout cas, Jean-Robert Wafo. Monsieur Polycarpe Essomba, je vous en prie, je vous supplie, juste 15 secondes. Quand vous m'avez coupé la parole, j'avais posé la question sur le sujet précédent de Dicolo, qui a signé la DUP. Que les avocats, n'est-ce pas, écrivent, donc fassent une requête en annulation de cette DUP à partir du moment où ce n'est plus, c'est-à-dire que c'est un privé qui a plutôt investi là-bas. C'est si simple que ça. Tout ce qu'on a fait là-bas, les commissions, c'est zéro. Voici 2 avocats chevronnés. Il suffit d'écrire au Premier ministre. C'est un homme tempéré. Donc c'est quelqu'un qui... c'est un homme de dialogue. C'est l'un des rares, d'ailleurs, dans ce gouvernement qui, au moins, écoute. Donc, c'est si simple que ça. Et je ne veux pas citer...
il y a eu une DUP comme ça, du côté de Yaoundé. C'est la méthode que les gens ont utilisée. Ils ont tout simplement écrit. C'est une entreprise qui s'est installée ici, à grand renfort de publicité. On leur a octroyé un terrain. Je vous en prie. Non, ce n'est pas un débat, Charles-Élie. Je vous en prie, ce n'est pas un débat. Charles-Élie, Maître Pensy. On peut des disciplines. Je vous en prie, nous sommes à autre chose. J'ai permis à Jean-Robert Wafo en 15 secondes de dire ce qu'il avait à dire. Et revenons sur le sujet qui nous rassemble. C'est dit. Maintenant, sur le remaniement. Sur le remaniement. D'abord, j'aimerais 3 ans, 6 mois. D'abord, c'est le président de la République, de par notre constitution. Ça reste, me semble, sur la durée, ça me semble quand même relativement correct que pendant ce temps-là, que le gouvernement soit au travail. Non, moi, que ce soit correct ou pas, moi, ce que je veux de correct, c'est l'amélioration du standard de vie des Camerounais. Mais comme on parle du remaniement, d'abord, je tiens à préciser que c'est de la volonté du président de la République. Tout à fait, c'est le fait du prince. C'est le fait du prince. La Constitution dit clairement qu'il nomme aux emplois civils et militaires. Oui. Et donc, il lui appartient à lui, donc, n'est-ce pas, de faire, de procéder ou pas à un remaniement ministériel. Mais je me dois à la vérité également de dire que, avec toutes les casseroles que certains membres du gouvernement ont traînées, jusqu'ici, donc depuis le remaniement de janvier 2019, tout le monde, les esprits les plus rationnels, n'est-ce pas, disent jusqu'aujourd'hui que qu'est-ce qui peut justifier dans ce mutisme. Il y a eu plusieurs scandales. Il y a eu la CanGate, il y a eu la Covid-Gate. Et vous voyez très bien comment il n'y a pas une cohésion gouvernementale. Ou c'est, comment on appelle ça, c'est les hautes instructions qui dirigent. Je ne sais pas si c'est le président de la République qui donne cette hautes instructions, ou c'est du fait, n'est-ce pas, du secrétaire général de la présidence de la République. Et puis, cette cacophonie aussi entretenue par le fait qu'il n'y a pas de conseil ministériel. Donc ça va dans tous les sens, parce que la vérité de dire ceci, il y a plusieurs camps dans le gouvernement actuel. Plusieurs camps qui s'affrontent. Celui qui dit le contraire, vraiment, il n'est pas dans ce pays, ou alors il est déconnecté de ce pays. Il y a des camps qui s'affrontent. Ou il est de mauvaise foi. Ou il est de très mauvaise foi. Il y a des camps qui s'affrontent de façon ouverte. Vous voyez ce qu'on appelle quoi, les notes confidentielles, tout ça, qui se baladent dans les réseaux sociaux. Il y a des camps qui s'affrontent également à fleuret moucheté. Mais je vais dire une chose. Je milite pour qu'il y ait un nouveau gouvernement, même si ce n'est pas moi qui décide. Parce qu'à un moment donné, on en a marre. Le Premier ministre n'est plus respecté. Un ministre qui n'est pas délégué à la présidence de la République, plutôt que d'écrire au Premier ministre chef du gouvernement, préfère plutôt écrire, on a vu dans les réseaux sociaux des correspondances qui ont fuité, écrit plutôt au secrétaire général de la présidence de la République. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Je tiens à rappeler que le président Paul Biya a d'abord été Premier ministre de la République du Cameroun. J'aimerais bien savoir si, en son temps, il a eu à vivre des incongruités pareilles. C'est vrai qu'il y avait, à l'époque, une petite guéguerre, mais qui n'était pas exposée, entre le Premier ministre, Paul Biya, et le secrétaire général, la présidente de la République, Samuel Eboa. Mais c'était quand même, mais tout au moins, les sécurités formelles, c'est-à-dire que c'était tel que édicté par l'administration. Aujourd'hui, on patauge carrément dans des affrontements. Moi, je milite pour qu'il y ait au moins qu'il y ait un véritable remaniement ministériel, pour qu'on n'assiste plus à un gouvernement à affrontement, mais un gouvernement à apaisement. Parce que tel que ça va là, et ça, je ne chute pas là, si, par extraordinaire, vous savez, on ne souhaite pas le décès même de son pire adversaire politique. C'est-à-dire, on peut souhaiter qu'il quitte le pouvoir, mais on peut souhaiter qu'il meure physiquement. Si, par extraordinaire, M. Polycarpe est son mal, puisque nul ne connaît ni le jour ni l'heure, il peut arriver un matin, on n'entend plus parler le chef de l'État. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait si c'est ce gouvernement-ci qui est encore là? Qu'est-ce qu'on fait? Première chose. Il y a des mécanismes constitutionnels qui sont prévus en cas de vacances. Je suis d'accord avec vous, mais je veux poser une question simple. Jusqu'aujourd'hui, quand je le pose aux constitutionnalistes,
il n'arrive pas à répondre. Il y a un vide à quel niveau? Qui va annoncer? Très bien, qui va annoncer? Le débat est posé. Pourquoi je dis qui va Passons annoncer? là. Pardon. Oui. Pourquoi je dis qui va annoncer? Avec le manque de cohésion gouvernementale qu'on observe là aujourd'hui, quelqu'un peut se lever, il dit, voilà, il annonce qu'il n'est plus là, que le prince n'est plus là, à 12 h. À 14 h, un autre vient dire c'est faux. À 15 h, quelqu'un vient dire c'est vrai. À 16 h, quelqu'un d'autre vient dire c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait? Jean-Robert Wafo. Il faut faire très attention. Merci. Maître Pensy. J'ai l'habitude d'avoir la politique fiction avec Wafo. Parce que ce n'est pas la question qui a été posée. Vous avez parlé du remaniement ministériel en disant qu'il y a des problèmes que l'on lit souvent dans les réseaux sociaux, tel prétend des hausses d'instruction. Je crois que c'est ça. Le Premier ministre, dont les gens disent qu'on ne le respecte pas. Je tiens d'abord à dire que John Gouté, c'est quelqu'un qui est très calme, qui est un juriste, et qui est quelqu'un qui est très pondéré. Et que de tout temps, je l'ai dit, hein, même à l'époque du président Ahidjo, sachez que Aïssim Vondo, si vous savez ce qu'il faisait à l'époque, même au président Biya, vous ne pouvez pas parler. Ce qu'aujourd'hui on n'a pas fait. Donc il y avait des choses qui étaient graves. Vous avez Samuel Lebois. Si on vous dit comment il faisait attendre le président quand il arrivait à la présidence. Donc ça a toujours existé, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est parce que nous avons des réseaux sociaux. Mais c'est démultiplié avec le contexte du moment. Avec le contexte actuel, que l'on croit tout simplement qu'il n'y avait pas de problème. Quand on savait qu'il y avait Moussa Sakifada, Moussa Yaya, dont on disait à l'époque, il était premier vice-président, que c'était lui qui était le vice-président de la République et qui faisait tout, ces problèmes ont toujours existé. Donc je crois qu'il faudrait moduler ce qui existe aujourd'hui. Cependant, c'est vrai qu'il y a un gouvernement que d'aucuns ont qualifié de pléthorique. J'avais discuté avec un ministre, à l'époque c'était Youssoupha Daouda, qui me disait qu'à l'époque, lui, son ministère occupait le poste de 5 ministères d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, il me semblerait que ça fait double emploi. Il y a un éclatement qui ne garantit pas l'efficacité, par exemple. Qui ne garantit pas l'efficacité. Prenons par exemple le cas de l'éducation, oui, qui est fragmenté en, je crois, 4 départements ministériels. À titre personnel, je ne pense pas 5 même, je crois, avec formation professionnelle et emploi. On a l'éducation de base, secondaire, supérieure, ça fait 4. Moi, à titre personnel, je pense que ça n'a pas montré son efficacité. Ça n'a pas montré son efficacité. Le ministère du Travail, à l'époque, est divisé. Vous avez de l'autre côté Issa Chiroba qui s'occupe de la formation professionnelle. C'est lui qui donne l'autorisation au directeur, quand vous êtes étranger, de pouvoir travailler. Nous, on a des dossiers où, effectivement, ils refusent pour des raisons qu'on ne comprend pas, alors qu'avant, ça fonctionnait très bien. Donc, il y a des doublons ou les triplons qui posent un problème, qui sont un problème réel, pour savoir si, en multipliant, le président l'avait fait à l'époque, il pensait bien faire, est-ce que ça entraînait une meilleure efficacité gouvernementale? Personnellement, je n'en suis pas sûr. Donc, mais on l'a souligné, le président, c'est lui qui est élu, c'est lui qui est légitime, c'est lui qui décide. Bon, il semblerait d'ailleurs que ces derniers temps, il ne soit pas très content, dit-on. Je ne sais pas, du fait de la cacophonie. Et ce sont les réseaux sociaux qui le disent. Et lui-même n'a encore rien dit. Mais c'est vrai, les populations souhaiteraient, c'est un vœu des populations. Et vous-même, votre vœu, c'est lequel? Non, moi, personnellement, je dis Vous souhaitez qu'il y ait un remaniement ou pas? Non, c'est pas, je trouve qu'il y a trop de ministères. Donc, qu'il y ait une réforme, une refonte. Une réforme pour qu'il y ait plus d'efficacité. Donc, il y a un resserrement. Oui, ça dit plus d'efficacité, parce qu'on n'a pas besoin de plusieurs... C'est trop saucissonné. Et avec des gens qui se sont battus au niveau des budgets, ça pose un problème. Moi, je suis pour l'efficacité. Je voudrais qu'on fasse ce qu'on appelle du cost killing. Ça a multiplié les frais. Ça a multiplié, et en plus des arbitrages qui n'en finissent pas, les dossiers qui vont, chaque fois il faut demander ça à la présidence, qui est un pouvoir sur l'examen des dossiers. Vous avez par exemple les textes qu'on donne, par exemple, du parc de la ministère de la Justice
pour les changements, ça peut rester des années. Vous avez des documents qu'on envoie, parce qu'il faut, vous savez très bien que... Vous voulez dire qu'on ne travaille pas à la présidence de la République? Non, on travaille. Les paraphins ne sortent pas. Il y a trop d'affaires qui plongent à l'intérieur et au fond, ces personnes-là ne peuvent pas tout faire. Et il y a des jeunes là-bas qui n'ont pas... Je peux vous dire par exemple, quand à une époque, ils ont décidé qu'ils ont créé des SICAV. À l'époque, il n'y avait aucune bourse aussi au Cameroun. Les SICAV, c'est des sociétés d'investissement en capital, des capitaux qui sont variants. Il n'y a pas de bourse. Or, ces jeunes qui avaient des doctorats ont vu qu'il y avait des SICAV en France. Ils l'ont mis au Cameroun alors que ça n'existait pas. Donc je dirais qu'il y a des jeunes qui sont très compétents. Je pense qu'il faudrait, pour plus d'efficacité, que le président, s'il le veut, mais c'est lui. Vous savez, moi, je suis un technicien. Je propose, mais c'est lui qui dispose. Charles Elisan. Oui, la première chose que je voudrais dire, c'est que l'article 6 de notre Constitution est clair. Quand il faut constater la vacance à la tête de la présidence de notre État, soit par démission, décès ou du moins constaté, il y a un empêchement définitif. Donc, mon grand frère, on ne dise pas que quelqu'un va dire, l'autre va dire. Si celui-là dit ce qu'il veut dire, c'est son problème. La loi est claire, elle est là. On va compter le président de l'Assemblée. Non, il constate. C'est pas possible. Laissez que Charles Elie aille au bout. Oui, Charles Elie. S'il te plaît, Jean-Robert. Charles Elisan. Le Conseil constitutionnel constate la vacance, l'Assemblée qui l'a saisi avant, et le président du Sénat prend le lait, et par ordre de séance, premier vice, deuxième vice, en cas d'empêchement, ça c'est le blablabla. Mais pour lui faire comprendre qu'il le savait, mais il ne l'a pas dit, parce qu'il veut nous amener dans le sens où pour lui il y a des guerres. Encore que je veux lui rappeler que même dans son parti, il y a des cas qui s'affrontent. Donc, pour revenir dans l'essentiel, pour lui faire comprendre donc, que les affrontements dans un environnement, c'est humain. Il a parlé d'Aïssi Moro. Moi, je vais vous parler de la gifle que Biya a reçue en tant que Premier ministre. Aïssi Moro, ministre de l'administration territoriale, lui a donné une claque. Je ne voulais pas parler. En lui disant que petit frère. Non, c'est pas. C'est un détail. C'est pas une invention. Cette chose, cette histoire qu'on entend. Le président Biya le dit lorsque le Tinge. Et lui, dans un tête-à-tête, quand Biya encore Premier ministre, il lui parle. Que le ministre l'a giflé. Ah oui, c'est moi, lui avait donné une claque. Non, on a dit ça. Bon, c'est moi qui dis. Donc, pour faire comprendre que ces antagonismes entre individus, ça peut arriver. Maintenant, dans ce dynamisme-là, moi j'appelle ça dans ce dynamisme où chacun veut exister, il faut quand même qu'il y ait une certaine cohésion qui, pour un gouvernement dont la tâche ultime est l'amélioration des conditions de vie des Camerounais, parce que c'est la feuille de route que le président leur donne. Et vous devez remarquer, vous qui êtes opposant, que lorsqu'on fait dans la politique ce qu'on appelle la veille politique, chaque fois que le président Biya a mis en place un gouvernement, il tient 2 jours après une réunion avec ce gouvernement pour leur donner la feuille de route. Et à la fin, il dit le Premier ministre lance le travail. Il donne la feuille de route et il disparaît. Non, il ne disparaît pas. Non. La preuve, aujourd'hui, il vient de débloquer 1 milliard de francs CFA pour appuyer les frères musulmans pour le Hajj. Donc, il est là. Dernièrement, il a signé Qui a débloqué? Le président de la République. Il a instruit le document vient de sortir, où il a compris les pleurs de nos frères musulmans et il a demandé au ministre des Finances, par le passage du SG, de débloquer 1 milliard de francs CFA pour mettre à disposition de la commission du Hajj pour appuyer les musulmans qui veulent aller prier. Justement, c'est des choses donc, non, ça c'est autre chose. Le débat vient après, pour dire qu'il est là. Mais donc, le Premier ministre aurait pu le faire. Non, faut que je peux. Ça coûte quoi? Terminons, Charles Elie. Voilà. Donc, pour dire que, moi, ce qui me concerne au niveau du gouvernement, si on a dit que le maniement, c'est le fait du prince, il a une feuille de route qu'il a fixée à ses éléments, il suit la feuille de route et il attend la suite. Et pour revenir à tout ce qu'il y a comme scandale, les avocats ici savent que leur sarcose est un précieux, c'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Des scandales, nous en parlerons quand même. Non, pour dire que c'est pas parce qu'on dit que Wafo a détourné, il a forcément détourné. Et qu'on va dire que Wafo est un voleur, non. Il ne faudrait pas que quand eux ils seront au pouvoir, ce que je leur souhaite, que ça arrive. Il a été maire. Combien de fois il a été accusé de détournement? Même, c'était faux. Mais les gens lui disaient, il faut qu'il de là et tout. Non, pour dire que nous sommes quand même dans une république, il faut qu'on comprenne que celui qui est là a sa manière de fonctionner. Et je suis aussi d'accord avec Maître Pien, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même revoir le fait d'avoir, pour arranger certains problèmes, éclater certains ministères qui deviennent un peu pléthoriques. Est-ce qu'il ne faille pas reconcentrer, parce qu'il y a quelque part certains qui s'entremêlent les pédales, qui se marchent dessus. Est-ce qu'il ne faut pas recentrer certaines choses pour que ça soit plus efficace? Parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que dans certains pays, le gouvernement est plus efficace
quand il est réduit. Là, ça permet d'avoir une visibilité sur tout le monde. Dans les grands pays, dans les grandes démocraties, c'est bizarre qu'on ait, avec de fortes populations. Qu'on ait une population de, disons, 30 millions, on ait une soixantaine de ministres, alors qu'on a un pays à 200 millions d'habitants, ils sont à 20. Ça obéit peut-être à d'autres considérations. En tout cas, on en parlera. Maître René Roger Bébé, voilà, on l'a tous dit, on le sait tous, on l'a redit ici à suffisance. Le remaniement, c'est le fait du prince, d'accord? Ce sont ses prérogatives. Mais est-ce qu'il n'y a tout de même pas des situations objectives qui peuvent amener, qui peuvent le contraindre à remanier un gouvernement, des choses qui se passent au Cameroun, au pays, qui peuvent décider le prince, justement, à revoir un peu la copie de son exécutif? Oui, c'est que pour mieux aborder la question, il faut l'envisager sous deux angles. Sous l'angle juridique, légal, et puis sous l'angle politique. Sur le plan légal, la Constitution lui confère un pouvoir totalement discrétionnaire sur l'époque du remaniement et sur les Camerounais qu'il nomme au gouvernement. Il jouit d'un pouvoir totalement discrétionnaire. C'est-à-dire que ce que vous pouvez considérer comme, vous avez dit, des éléments ou bien oui. Des situations objectives. Voilà, sauf que ce n'est pas vous qui jouissez du pouvoir d'appréciation, c'est lui. Alors lui peut estimer que ça n'en est pas, ce ne sont pas des pouvoirs, des éléments qui peuvent le contraindre ou l'amener à désigner un nouveau gouvernement. Donc sur le plan légal, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. D'accord. Par contre, sur le plan politique, pourquoi les Camerounais appellent-ils à la désignation d'un nouveau gouvernement? Vous avez posé la question. Et pourquoi ce gouvernement ne vient-il pas? D'abord, pourquoi est-ce qu'on demande la désignation d'un nouveau gouvernement? Il faut d'abord savoir à quoi ça sert un gouvernement. Le gouvernement sert à mettre en œuvre la politique définie par le chef de l'État. Et au Cameroun, la politique définie par le chef de l'État, les tenants du RDPC sont là, ils peuvent nous contredire, c'est la rigueur, la moralisation, la justice sociale et le rayonnement diplomatique. D'accord. Alors, est-ce qu'on est satisfait? Est-ce que le gouvernement en place satisfait les Camerounais sur cette politique définie par le chef de l'État? Allons-y. Moralisation de la vie publique au Cameroun. Est-ce qu'on en est si proche? Non, pas vraiment. Pas du tout, on ne peut pas. Si on parle de corruption, de tout le reste, voilà. Et les classements internationaux l'attestent. On est pratiquement aujourd'hui dans un système, permettez-moi l'expression, d'anustocratie, tel que l'avait défini le feu Ateba Yéné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la méritocratie a foutu le camp. C'est d'autres critères qui prévalent maintenant pour l'élévation sociale au Cameroun. Donc la moralisation, les Camerounais ne sont pas satisfaits. La justice sociale, est-ce qu'on est dans un système de justice sociale? Entendu, est-ce que les revenus du Cameroun, produits par le Cameroun, profitent à tous les Camerounais? Je pense que la réponse évidente, c'est non. Le train de la richesse du Cameroun laisse à côté du chemin, sur le bord du chemin, près de 95% de Camerounais. Vous n'avez qu'à sortir, faire un tour dans les marchés, vous allez vous rendre compte que la majorité des Camerounais, je ne suis pas péremptoire sur le pourcentage, mais vous comprendrez que la majorité, l'extrême majorité écrasante des Camerounais croupit dans la misère extrême et vit avec moins $1 par jour. Alors, nous avons parlé de la moralisation, nous avons parlé de la justice sociale, la rigueur dans la gestion de la chose publique. Est-ce qu'on est dans un système de rigueur dans la gestion de la chose publique? Là, je ne me réponds pas. Je vous renvoie tout simplement visiter les prisons du Cameroun. Allez visiter les prisons du Cameroun et voyez qui sont logés là-bas, surtout dans les cellules VIP. Qui sont logés dedans et pour quel motif? Vous comprendrez que la rigueur, on ne peut même pas en parler. Le rayonnement diplomatique, on est presque tous d'accord que le Cameroun a cessé depuis fort longtemps de rayonner à l'extérieur. Juste un indice, juste un petit indice. Dites-moi, dans les organisations internationales, ou même déjà sous-régionales, combien de Camerounais occupent des postes? Combien de Camerounais? Il n'y en a plus.
Il n'y en a pratiquement plus. Il n'y en a pratiquement plus. Non, il veut dire qu'il y en a pratiquement. Non, je veux dire qu'il y en a comparé à ce qu'il y avait avant. Parce que le modèle, parce que les élections ont changé. Comparé à ce qu'il y avait avant. Alors, donc, la vérité. Donc, le Camerounais lambda, le Camerounais lambda n'est pas satisfait. Un peu de discipline. N'est pas satisfait du travail des membres du gouvernement. Alors, je reste avec vous pour resserrer un peu cette question. Vous avez dit le champ sur le plan politique. Est-ce que, restons sur le champ politique, il y a quand même eu, après l'élection présidentielle, d'autres élections, notamment régionales, celles qui ont permis notamment votre arrivée à la mairie de DA Premier. Est-ce que ces autres élections n'auraient pas été le prétexte aussi pour... parce qu'il me semble qu'un gouvernement il doit s'appuyer sur les forces politiques qui découlent d'une élection, d'une consultation électorale. Donc on a eu les législatives, les municipales, les régionales. Il n'y a rien eu. Raison. On attendait ce gouvernement déjà en 2018, après l'élection présidentielle. On en a eu un, 2019. Donc, oui. OK. Voilà. Et dans la foulée... Et après, il y a eu quoi? Il y a eu les municipales et les législatives. On nous a dit que le gouvernement viendra après ces élections couplées. Il n'y en a pas eu. Qui vous a dit? Après, non, mais c'est... Est-ce que ce n'est pas la norme quand même dans une république moderne qui fonctionne? Après, on s'est dit, peut-être qu'on attend les régionales. Les régionales sont arrivées, il n'y a rien eu. Après, on nous a dit, on attend la CAN. Après la CAN, il n'y a eu rien. Malgré les CAN Gate, les Covid Gate et tout ça, il n'y a eu aucun remaniement jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais vous dire que, au-delà de l'aspect juridique, c'est-à-dire qui confère au président de la République le pouvoir de nommer un gouvernement, le décret du chef de l'État qui désigne un gouvernement, qui met en place un gouvernement, est un processus. Parce que quand on signe un décret, on le lit à la radio, à la télévision, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le décret, c'est comme un iceberg. C'est-à-dire que vous ne voyez que la face qui émerge de l'eau. Mais en bas, dans les profondeurs, il se passe beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que parvenir à mettre sur pied un gouvernement, il y a beaucoup de captations. Il y a la magie qui entre en ligne de compte. On ne peut pas le nier. Des gens vont... Déjà, on nous dit depuis que tous les hôtels de Yaoundé sont infestés de marabouts. Tous les marabouts, tous ceux qui aspirent à être nommés au gouvernement, ou tous ceux qui y sont, font venir des marabouts pour travailler. Et puis ça fait partie de notre culture. Vous l'avez vu, Non, je n'ai pas dit que j'ai dit ça se dit. Il dit ça se dit. J'ai dit ça se dit. Bon. Et puis, soyons sérieux, vous avez bien commencé. S'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Soyons sérieux. S'il vous plaît. Vous aurez la parole, Maître Pensy. Vous avez dit beaucoup de choses tirées des réseaux sociaux tout à l'heure. Vous ne pouvez pas le prouver. Vous ne pouvez pas prouver ces choses. Quoi? Tu peux le prouver. Voilà. Donc, vous aurez votre temps de parole. Oui. Tout à l'heure. Je vais vous passer la parole, Maître Pensy. Je vais vous donner les éléments. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Vous êtes avocat, vous me connaissez. Maître Pensy. Je suis sérieux. Oui, mais nous ne sommes pas dans un Il ne faut pas dire il y a les marabouts, il y a les machins. Vous avez bien commencé. Mais continuez à être sérieux. Maître Pensy. Non. On ne distribue pas les... Vous n'êtes pas celui qui distribue les bons et les mauvais points. Il faut interréagir. Oui, mais vous aurez votre temps de parole. Il faut interréagir. Oui, je comprends que voilà, le sujet se passionne, mais laissons à Maître René Bébé le soin de terminer. Non, je suis calme. Je vais dire à mon grand frère Maître Pensy que quand je suis venu à la télévision critiquer les casses de Newton, aéroport, je n'ai pas vu critiquer le gouvernement. Qu'il traite aujourd'hui. On m'a pas invité. Permettez-moi. On m'a pas invité. Je viens à la télé quand on m'invite. Il sait que je sais interrompre. Hein. Oui. S'il continue comme ça, il n'aura pas la possibilité. Tu me parles de Newton. Je sais où est Newton. Il n'aura pas la possibilité. Maître Pensy, est-ce qu'on peut avoir la possibilité? Maître Pensy. Je suis invité à la télé, je viens. Je ne suis pas invité, je ne vais pas. Maître Pensy. Non, il n'y a pas d'ultimatum. Non, Maître Pensy, permettons qui ne m'interpelle pas. Oui, mais c'est vous qui l'interrompez. C'est vous qui l'interrompez. J'ai arrêté, qui parle? Voilà, ok. C'est entendu, les téléspectateurs. Non, ça va. On prie acte. C'est bon, Maître Bébé. Maître Bébé, c'est bon, c'est entendu. Non, il a bien compris. Vous pouvez maintenant terminer. Je voulais donc dire que il m'a même fait perdre le fil de mes idées. Ouais. Je voulais donc lui dire que quand je suis venu à la télévision critiquer les casses de Newton, les casses sauvages, il n'a rien dit. Il ne peut pas nous dire qu'il n'était pas au courant de cette actualité. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas au courant. Je n'ai pas vu Douala Maryse, Douala Ben critiquer ces casses sauvages. Aujourd'hui, c'est le même Maître Pensy qui vient ici traiter
ce gouvernement qu'il soutient de voyous. Non, ce n'est pas un soutien au gouvernement. Très bien. Voilà, donc on va recentrer un peu, puisqu'on revient un peu au sujet précédent, là, avec Djikolo. On revient à vous, Maître Bébé. Oui, non, vous allez revenir. Jean-Robert Wafo, on parlait des conditions objectives ou bien des situations objectives qui pourraient légitimer, qui pourraient appeler à un remaniement du gouvernement, donc les élections et puis ces fameuses affaires qui ont mis en exergue un certain nombre d'éléments de faits de malgouvernance, notamment le Covid-Gate et ce fameux rapport de la Cour des comptes sur les dépenses ou alors les malversations qui se sont opérées autour de la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le Covid-19. Il y a eu le scandale autour des chantiers de la Cannes. C'est, il me semble, des faits qui auraient pu appeler, tout au moins sur les départements concernés, à un rééquilibrage de l'équipe gouvernementale. Si le message est entendu comme ça politiquement par celui qui décide du gouvernement. J'aimerais d'abord dire à M. Pensy que Newton Aéroport, c'est un quartier de Douala 2e. C'est juste que quand vous quittez d'ici pour aller donc à il connaît bien c'est où Newton Aéroport. Il connaît. Il a dit qu'il ne connaît pas. Ah, ok. Bon. Je ne le connais pas. Bon, c'est bon, c'est entendu, c'est bon, ok. Je ne sais pas où c'est. Vous avez dans une connaissance sélective. Donc maintenant, vous le savez, c'est où Newton Aéroport. Je ne t'aime pas au Cameroun. Vous, citoyen de Douala. Pas besoin d'être au Cameroun. Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo, poursuivons. Non, je ne peux pas laisser passer parce que moi, je suis de Douala 2e. Mais est ancien maire de cette commune, oui. Et un bon maire à l'époque. Donc, maintenant, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que ces scandales, dans un pays normal, même si c'est pour sauter l'unique ministre qui est en charge, qui est en charge de ce dossier, on le fait. Vous avez vu dernièrement au Sénégal, le président Macky Sall, parce qu'il y a eu 11 morts, il y a eu 11 bébés, 11 nourrissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démis le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé. Au moins pour apaiser les cœurs. Et pour compatir aux douleurs des familles. Mais au Cameroun, on a eu le Covid-Gate. Et je me rappelle, quand le dossier de Covid-Gate, en plein Covid-Gate, le premier à avoir sorti cette affaire, c'est l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Absolument. Les camarades de M. Zan, dans ce duel DPC qui parfois grésille là, sur les plateaux de télévision, bon, moi, je n'ai pas dit lui, hein. Donc, ils se reconnaîtront. On dit ça, c'est des histoires, ça, c'est des conneries, c'est ramassé par-ci, par-là. Je leur disais chaque fois que les faits décrits par l'honorable Nietzsche sont réels. Parce que quand vous avez un député de la nation qui exerce très bien sa mission principale et constitutionnelle, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale, qui vous donne des données chiffrées. Il vous donne les numéros d'ordre, il vous donne le libellé du marché, il vous donne les montants, il vous donne les entreprises bénéficiaires, les bénéficiaires effectifs. On a trouvé des gens toujours, parce qu'ils voulaient, n'est-ce pas, que le ministre de la Santé reste à tout prix là, je ne sais moyennant quoi, qui ont dit non, c'est faux et tout. La Chambre des comptes, qui est constituée de magistrats extrêmement compétents et de haute valeur. Je veux parler par exemple de son président, Yap Abdou. Quand le rapport est sorti, il a pratiquement repris, n'est-ce pas, ce que le député Nietzsche avait eu à dénoncer. Dans un pays normal, que fait-on? Soit le président de la République démet, tout le gouvernement, soit on pousse le ministre à démissionner. Mais jusqu'aujourd'hui, il est là. La CanGate. Lui comme les autres, hein, puisqu'il y a plusieurs administrations qui étaient... Effectivement, la CanGate, tout le monde a vu. On a dénoncé, on a reporté même la CAN. Faisant ainsi mentir le président de la République, leur créateur, qui avait dit la CAN se tiendra le jour dit. Ça ne s'est pas tenu. Il n'y a aucun signal en termes de remaniement ministériel. Pourtant, les gens auraient dû normalement payer, tout au moins sautant de leur poste. Après la canne, je reste toujours dans cette canne-là. Donc après la canne ici au Cameroun, on a vu, comment on appelle ça, les écailles de Pangola. Les écailles de Pangola commencer à tomber sur Olembe, oui, sur le stade de Olembe. On n'a rien dit. Il y a même eu les morts de Lembe. Il y a eu les morts de Lembe. On n'a rien dit.
finalement, j'ai envie de me poser une question simple. Sommes-nous encore dans le même pays? On a perdu la CAN organisée au Cameroun. Sommes-nous encore dans le même pays? Je rappelle que quand la pandémie de Covid a déclenché, je me rappelle au Nigeria, on a fait sauter le ministre de la Santé. Au Zimbabwe, on l'a fait sauter, mais au Cameroun, on n'a rien fait. Donc, c'est pour dire quoi? Et regardez également, quand vous regardez notre... Je prends le cas de nos infrastructures routières. Mais écoutez, tout le monde sait que ça ne va pas. Malgré d'énormes budgets alloués à ce ministère, pratiquement rien ne bouge. Attend-on que ce département ministériel, n'est-ce pas, engloutisse les milliards, donc des milliers de milliards de francs CFA pour enfin ouvrir les yeux? Et des milliers de vies. Et comme si cela du fait des accidents. Effectivement, et comme si cela ne suffisait pas, on trouve des ministres qui viennent insulter le peuple. Qui viennent insulter le peuple. Comme lesquels? Mais par voie de réseaux sociaux. On a un ministre délégué en charge de la justice. C'est votre ancien confrère. Qui vient insulter les gens. Qui vient se moquer des gens. Qui raconte n'importe quoi. Alors que parallèlement, il a un ministre, c'est-à-dire que le titulaire du poste, qui est ministre d'État, qui est plutôt pondéré et calme. Je vous pose bien la question de savoir comment les deux là même parviennent à travailler dans ce même ministère. Regardons sur le plan économique. Sur le plan social, il y a eu les OTS. Sur le plan économique, oui. Nous savons très bien que depuis 2016, nous sommes sous ajustement budgétaire du FMI. Quels sont les efforts qui ont été faits entre-temps? Dites-moi un peu. Parce que nos caisses, aujourd'hui, il faut le dire, dans notre trésorier a d'énormes difficultés. Vous avez par exemple vu le ministre des Finances aller faire un emprunt obligataire à dernièrement. C'est vrai qu'il voulait 200 milliards et puis il a pu lever, je crois, c'est 209 ou 239 235. 235 milliards de francs CFA. Mais ça pose, n'est-ce pas, le problème de la politique budgétaire de notre pays. Nous avons des lignes là. Pourquoi on ne les utilise pas? Nous avons par exemple la ligne 65 qui est intitulée « Intervention de l'État en fonctionnement », dont le but est de couvrir les charges non réparties de l'État en fonctionnement. C'est pas les 480 milliards de francs CFA. Nous avons la ligne 94. La fameuse ligne 94. Intervention de l'État en investissement. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, nous, l'agriculture, qu'est-ce qu'on a fait pour l'agriculture? En gros, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a tout ça... Vous avez trouvé le social. Oui. Le social. On a vu des ministres ici défendre le fait que le SMIC de 36 200 francs CFA était convenable pour les Camerounais. Il y a même un ami, ou c'est un camarade de M. Zang, qui s'est même permis de dire qu'avec 500 francs CFA par jour au Cameroun, on est à l'aise. Donc avec 15 000 francs CFA. Mais qu'est-ce qui marche finalement? En plus de ça, il y a de multiples crises. Donc, du coup, au vu de ce tableau que vous venez de peindre... Regardez les OTS. Au vu de ce tableau... Le président de la République, qui les a créés tous, donne des instructions pour que ce problème soit résolu. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On n'a pas résolu ces problèmes. Et de deux, on projette de ne plus recruter des étudiantes sorties de l'ENS, donc de l'école normale supérieure, et des instances. On projette de ne plus les recruter dans la fonction publique. Le président de la République dit une chose, des gens contournent autour. Et donc tout ceci... Donc tout ceci, pour conclure, il faudrait que le président de la République... Tout ceci appelle de manière objective à un remaniement du gouvernement. De manière objective, et pas seulement ça, parce que il ne faudra pas reconduire des gens qui auront la même habitude. J'ai dit, nous sommes dans un gouvernement à affrontement interne et à affrontement social. L'affrontement social, je vous l'ai dit. Mais un gouvernement à affrontement interne où des gens ne respectent plus l'autorité du Premier ministre. On ne respecte plus le Premier ministre qui est pourtant l'autorité hiérarchiquement établie au sein de l'exécutif après le président de la République. Et il me souvient, l'ancien Premier ministre... Yan Filmon. Pas Yan Filmon. Mafani Moussongué. Peter Mafani Moussongué. Il avait eu ce même problème. C'était à l'époque
comment on appelle, Joseph Orona, qui était ministre. Il y avait Akame Foumou, le ministre Akame Foumou. Et comment il a réglé? Il y avait également le ministre d'État Conchou Komeni. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient, machin et tout. Et puis, il m'est revenu qu'il a dit au président de la République que je ne peux plus supporter, je ne peux plus continuer avec cela. Et je me rappelle que le remaniement qui s'en est suivi, c'est le tout premier remaniement où, avant la lecture des membres composant le gouvernement, on a d'abord passé près de 45 minutes à la radio pour rappeler les attributions des uns et des autres et lire des recommandations. C'est après qu'on a su pourquoi on a passé 45 minutes avant la lecture. On a d'abord réorganisé. On a d'abord réorganisé les ministères. Il y a tellement eu de recommandations. Et après, les 3 ministres clés du gouvernement ont sauté. J'espère pour ma part, parce qu'on dit qu'il y a un remaniement en 2019. Oui, il y a peut-être un remaniement parce qu'il y a eu un nouveau Premier ministre. Mais en fait, en dehors de ce Premier ministre qui a été nommé, le reste, c'était un réaménagement. Le reste, c'était un réaménagement. Jeu de chaises musicales. Des jeux de chaises musicales et tout. Donc, je pense, pour ma part, qu'il faudrait un gouvernement de mission, un gouvernement à apaisement interne, pour qu'on puisse essayer, encore que je ne crois pas trop, mais on dit souvent qu'il faut toujours avoir espoir, afin qu'on puisse essayer de croire que les choses peuvent quand même bouger dans le sens voulu par les populations. Très bien. Charles Elisant, est-ce que vraiment, même si vous êtes du RDPC, de manière très, très objective, vous ne vous dites pas quand même il y a tellement de choses qui légitiment le fait que ça bouge un peu à Yaoundé, qu'on ait de nouveaux hommes, au moins à certains postes. Il y a des ministres qui cristallisent l'insatisfaction, si ce n'est la haine des Camerounais. Pourquoi ça ne bouge pas? Est-ce que vous-même au RDPC, vous n'êtes pas un peu mal à l'aise avec cette situation? J'ai envie de savoir quel est le baromètre qui permet de mesurer la haine qu'il y a des populations envers un ministre. L'insatisfaction, au moins l'insatisfaction. Comment est-ce qu'on a fait le sondage? Je ne sais pas. Mais on a parlé de la Chambre des comptes, on a parlé du Covid-Gate, de la Can-Gate et tout. C'est des faits qu'on peut tout à fait, documenter. Encore qu'on a 2 avocats sur ce plateau, je continue de dire que le fait d'accuser quelqu'un de détournement ou de vol ne veut pas dire qu'il a volé. Donc le président a des informations qui n'ont pas volé. Ceux qui veulent la démocratie, qui sont en face de nous, savent que la présomption d'innocence voudrait qu'ils mènent des enquêtes. Donc quand le président de la République dit dans ses discours, il indique qu'il y a des bandits à col blanc. Donc ça veut dire que le président de la République ne respecte pas la présomption d'innocence. Et là encore... Continuez. Merci beaucoup. Je suis en train de dire qu'en ce moment-là, il faut qu'on arrête l'agitation. Ça, c'est de l'agitation. Ce sont les mêmes qui vous disent qu'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de moralité, les deux vont de pair dans la gestion des affaires publiques. Et c'est les mêmes qui vous disent qu'il y a tout un gouvernement en prison. Qui a mis tout ce gouvernement en prison? S'il n'y a pas de rigueur, s'il n'y a pas de moralisation, justement. C'est parce que celui-là vraiment qui prône cela, quand il a tous les éléments palpables entre ses mains, lance la procédure judiciaire et on vous met off. Vous voulez qu'on ait le genre de spectacle où on fait passer 11 années de prison au colonel Edouard Etonokodo pour avoir détourné de l'argent à la communauté urbaine de Douala et après on se rend compte qu'il est innocent. C'est ça qu'on veut. Donc il y a donc un moment donné, il faut qu'on sache... Monsieur Wafo... Charles Elie, vous avez la parole. Merci. Charles Elie, vous avez la parole. Elle n'est pas libre. Vous avez la parole. Donc, moi, en ce moment-ci, je souhaite qu'on soit quand même pédagogue. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir quelque chose et le contraire. On a demandé la démocratie dans ce pays. La démocratie voudrait qu'au niveau d'un de ses pans, qui est la justice, qu'on laisse et que... Il dit, on a 2 avocats, ils vont s'étendre dessus. C'est encore eux qui les défendent. Quand ils sont accusés, c'est eux qui les défendent. C'est eux qui trouvent les... C'est leur travail. Justement, c'est eux qui trouvent les bises. Il y a une dimension politique. Il y a une dimension politique qui... Maintenant, moi je dis... Que fait Amadou Bamoul qui est derrière 68 audiences? Que fait Amadou Bamoul qui est derrière? Jean-Robert Wafo, si on convoque la discipline pour certains, on se l'impose aussi à soi-même. Donc, Charles Elisant, terminons. Encore qu'on a un dernier sujet et le temps passe. Donc c'est très important de le savoir. Deuxième chose, Maître Bébé, je voudrais vous faire comprendre que les relations internationales ont changé la manière de fonctionner. Avant, c'était je suis fort, je prends le poste. Aujourd'hui, c'est un arrangement tacite entre États qui voudrait que chaque État membre
d'une organisation est à la tête de cette organisation un de ses représentants. Et généralement, le modèle choisi, c'est par ordre alphabétique. Si le Cameroun, à un certain niveau, avait eu les secrétaires généraux à l'UA, ce n'est plus possible. Ça route. Tous les pays membres de l'UA devraient avoir un secrétaire général et vous vous arrangez à avoir des autres postes. Le Cameroun aujourd'hui a le commissaire aux affaires économiques, c'est un Camerounais. Au tribunal maritime international, il y a un Camerounais là-bas. Donc, le rayonnement international d'un pays, ce n'est pas que vous allez voir Jean-Robert Wafo, secrétaire général de l'ONU, M. PNC, secrétaire général. Non, ça ne se passe plus comme ça. Là. Le rayonnement international d'un pays, c'est est-ce que ce pays a continué à garder ses relations avec les organisations internationales? Oui, le Cameroun l'est. Est-ce que le Cameroun a été banni dans cette organisation? Jamais, ça a plutôt augmenté. Est-ce que le Cameroun accueille plusieurs sièges d'organisations au Cameroun? Oui. La preuve, lorsque le projet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, China, South Africa, pour faire ombrage au FMI, voulait créer le FMA, le siège avait été choisi où? Au Cameroun. C'est des choses que vous devez comprendre. Très bien. Au niveau du règlement international au Cameroun, ça ne pose pas de problème, les choses avancent. Maintenant, terminons par ce qui nous rassemble sur tous, le bien-être des Camerounais. Mais il y a le ratio est clair. Le programme des Nations Unies pour le développement, pour parler d'un pays qui va bien, par ce qu'on appelle l'indice de développement humain. On est parti de faible à médiocre, à moyen, à satisfaisant aujourd'hui. Vous allez me dire que quand eux calculent mal. À quoi satisfaisant? C'est le programme des Nations Unies pour le développement. Très bien. C'est entendu. Charles Elie, évoluons, il nous reste 10 minutes. 10 minutes, il nous reste 10 minutes. On a encore un sujet à évoquer. Qui aujourd'hui est en train de faire un SMIC, justement, M. Wafo. Les discussions. Les discussions. 8 millions de Camerounais avec moins de 5 ans. Avec Monsieur Wafo, ce n'est pas là le problème. Merci. Merci. Chacun a ses chiffres. Donc, vraiment, ce n'est pas là le problème. Laissons le débat des chiffres. Bon, Jean-Robert. Un enseignant touche 150 Jean-Robert Wafo. Qui me laisse terminer. Oui. J'avais à terminer. Oui. Pour lui faire donc comprendre qu'un pays qui se porte mal. Il y a un médecin pour Jean-Robert Wafo. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Monsieur Somba, pour lui faire comprendre en terminant que un pays qui se porte mal n'inaugure pas les centres hospitaliers régionaux pendant un an. Non. Très bien, c'est entendu. Donc le Cameroun se porte bien. Charles Elie. C'est entendu. Maître Pensi, sur la question. On finit avec vous sur la question. Peut-être que ça ne va pas. Maître Pensi. S'il vous plaît. Maître Pensi. Moi, je voudrais nuancer les propos parce que je suis avocat libre et indépendant. Et sur ce point-là, souvent, je peux avoir des positions qui sont différentes de celles de mon camarade. Parce que, d'abord, je voudrais d'abord dire à mon ami, mon jeune frère Bébé, que moi, quand on m'invite à la télé, je viens. Malheureusement, je ne connais pas Newton, je m'excuse. Mais si on ne m'invite pas, je ne viens pas. Donc, aujourd'hui, M. Souma Polycarpe m'a appelé, c'est pour ça que je suis ici. Donc, permettre que je ne m'immisce pas, que je ne m'invite pas dans une télévision quand je ne suis pas invité. Bon, cependant, pour dire des choses telles qu'elles sont, la situation n'est pas bonne au pays. Les gens souffrent. Ça, c'est une évidence. Le ministère sont pléthoriques. Des gens détournent. C'est connu. On ne peut pas dire que c'est non. Donc, à un moment donné... Il faut remanier. Oui, mais bien sûr. Ça empêche le remanier. Pardon? Ça réoxygène le pays. Excuse-moi, moi il y a une chose. Tu sais, les dispositions légales, quand on cherche, parce que le TCS a réformé, il faut arriver à ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Ça renverse la charge de la preuve. On se rend compte que quelqu'un qui a 400 000 se trouve avec une fortune de 2-3 milliards. C'est légion. Donc comment faire? On va donc lui demander comment il a fait pour avoir cet argent. Appliquons l'article 66. On va appliquer l'article 66 et on va renverser la charge de la preuve en le faisant. Donc je voulais dire ceci. Il faut une modification, il faut un abonnement. Voilà, pour changer ça. Ce que beaucoup de personnes ne veulent pas à Yaoundé, qui sont parmi mes camarades et amis. Parce que c'était dans le projet de loi, ça a été supprimé. Donc il faut une évolution. Sinon, les choses continuent. Tous les jours, les gens détournent de l'argent et ça devient, à mon avis, agaçant.
à un niveau, parce que je parle en tant qu'avocat, parce que ce que je vois, et je dis ceci, moi, le président, c'est lui qui a l'impérium. Mais lui-même, je ne suis pas sûr qu'il soit content de la situation telle qu'aujourd'hui c'est vit le Cameroun. Et je souhaite vraiment que, disons, dans son impérium, dans sa sagesse, qu'il sache que sur tout ce qu'il a demandé, rigueur, moralisation, tout ce que tu veux, quand on fait le bilan, je ne suis pas sûr qu'il soit positif. Très bien. Bonne transition pour terminer cette émission avec le dernier sujet. Malheureusement, on n'aura plus le temps pour l'aborder en profondeur. Glencore, puisqu'on parle de détournement, donc voilà un géant mondial qui opère dans le négoce des matières premières et notamment le pétrole, qui est au tribunal, cité au tribunal aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Et, surprise, le Cameroun se retrouve cité dedans. Glencore avoue, plaide coupable d'avoir corrompu des fonctionnaires au Cameroun, corrompu des cadres de deux grandes sociétés camerounaises qui traitent des questions pétrolières, qu'il faut nommer, la Sonara et la SNH. 7 milliards de francs CFA, Maître Bébé. 7 milliards en 10 ans. En 10 ans. L'avocat que je suis se doit de nuancer le propos. Parce que Glencore a fait des déclarations aux États-Unis. Oui. SNH a sorti un communiqué où ils disent qu'ils ne se reconnaissent pas dans ces affirmations. Pour l'instant, nous ici au Cameroun, son règlement intérieur interdit la corruption. Donc, ils n'ont pas été corrompus à la SNH. Parce que le règlement intérieur interdit la corruption. Ça ne vous fait pas sourire, un communiqué comme ça? Bon, la Sonara on attend son communiqué. N'a pas encore réagi. Alors, l'avocat que je suis, je ne peux qu'être mesuré et attendre de voir les preuves des déclarations faites par Glencore. Il faut se dire la vérité. Glencore n'a pas le monopole de la vérité. Le fait que Glencore ait dit aux États-Unis avoir corrompu les gens au Cameroun n'est pas la preuve qu'on a corrompu les gens au Cameroun. Très bien, sauf qu'entre-temps, et votre parti, votre président Cabral Déby a pris une position appelant à la clarification de toutes ces choses-là. Le SDF, Jean-Michel Netieu, Joshua aussi, le MRC, et tous les autres, en tout cas, toute l'opposition, la vraie, on va dire, entre griffes, celle qui compte au Cameroun aujourd'hui, est vent debout après ces dénonciations, ces révélations, et appelle au minimum à l'ouverture d'une enquête, diverses enquêtes au Parlement et autres, pour clarifier cette situation et exiger des réparations pour l'État du Cameroun. Donc, politiquement, il y a un problème qui est en fait. Après que le juriste ait parlé, l'homme politique prend la parole. Voilà. Pour dire que du peu que je connais de la justice américaine, je ne vois pas beaucoup Glencore mentir à la justice américaine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que les conséquences seraient catastrophiques. Cataclysmiques. Oui. Ce qui laisse donc penser que qu'il y a effectivement eu des faits de corruption. Il y a effectivement eu corruption au Cameroun. Ça, c'est la première chose. Je vois bien Élise en... La deuxième chose, c'est quoi? C'est que nous savons nous-mêmes, avant que Glencore ne fasse des déclarations aux États-Unis, nous savons nous-mêmes au Cameroun que le secteur pétrolier au Cameroun est régi dans une totale opacité. Depuis l'ère des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Dans une totale opacité. Vous n'avez qu'à voir le META qu'on constate. Monsieur qui gère la SNH, par exemple, n'a jamais dit un mot à qui que ce soit. Il a parlé aujourd'hui, un communiqué de 4 lignes. Oui, où il dit qu'il n'y a pas eu corruption parce que son règlement intérieur interdit la corruption. Les Camerounais interpréteront. Donc, il ne rend compte qu'à une seule personne. Pourtant, les ressources du pétrole du Cameroun sont les ressources de tous les Camerounais. Et le secteur pétrolier génère beaucoup d'argent, mais qui n'est pas rendu public. Pourquoi? Vous n'avez qu'à voir la longévité excessive
de ce responsable 34 ans. à la tête de cette société. 34 ans. Donc nous pensons que, même si nous disons que nous n'avons pas encore des preuves de la dernière évidence, mais nous avons plus que des indices. Forte présomption de culpabilité, en tout cas. Forte présomption de quelque chose. Parce qu'il attend que je dise culpabilité pour sauter sur. Mais on a dit présomption. Donc, il y a de fortes présomptions de quelque chose, qu'il y a eu quelque chose. Oui. Et pour cela, j'adhère donc à la requête faite par l'honorable... Joshua aussi. Prononce le nom. Voilà. Maurice Kamto. Voilà. Tous ces leaders. Et j'adhère totalement. Bon, je ne vois pas Cabral il apparaître sur l'écran. Non, vas-y. Bon, donc, j'adhère totalement à la démarche qui est la leur, de demander une enquête parlementaire. Parce qu'une enquête qui ne serait pas parlementaire ne vaudra pas la peine. Puisque si vous mettez en place une enquête gouvernementale, vous mettez un organisme qui est piloté par la présidence de la République. Par exemple... Et donc par ces mêmes fonctionnaires? Oui, par la CONAC, la Cour des comptes et tout cela. Vraiment, l'antique, on n'est pas sûr que quelque chose sortira de cette enquête. Alors Charles Lison. C'est pour ça qu'il n'y a que l'enquête parlementaire qui peut être mise en place pour un genre d'efficacité. Charles Lison, sur cette affaire Glencore, le gouvernement a encore 10 mots. La SNH a communiqué aujourd'hui. Un malaise? Non, c'est un scandale terrible qui touche tous les pays où Glencore se situe. Ouais. Et ça commence même depuis la création de Glencore, quand ça s'appelait encore Mark Fisher, chose comme ça, là, avec le FBI, quand ils ont vendu le pétrole aux Irakiens sous embargo. Ça même des relations avec les Russes, où l'ancien ministre du commerce américain, Wilbur Ross, a été démis de ses fonctions. Ça a même touché le premier ministre canadien aujourd'hui avec le cuivre et le zèle. Donc, partout où Glencore est, il transporte la corruption. Il y a ces problèmes de corruption. C'est-à-dire pour eux, non, partout ils sont. Là-bas, et quand ça revient en Afrique, les vannes sont complètement ouvertes. Le FMI a mis en garde la RDC. Le Glencore est la banque de la RDC actuellement. L'État tchadien doit $1,5 milliard à Glencore. Glencore vient de subir 46 milliards de dollars d'amende au Brésil. Aux États-Unis, on a 1 milliard. Glencore est arrivé au niveau où ils ont fait chuter $1 milliard de dollars. $1 milliard de dollars, oui. $1,5 milliard. Voilà. Glencore aujourd'hui est capable de faire chuter le prix du baril. C'est-à-dire que Glencore, à lui seul, modifie la donne mondiale au niveau du pétrole, au niveau des hydrocarbures, au niveau des matières premières. Donc, c'est un monstre qu'on attaque là, au niveau de l'argent. Il voudrait qu'on mette d'abord ça en tête. Deuxième chose, Glencore aujourd'hui, si vous donne 12%, parce que l'argent que Glencore a sorti pour régler ses problèmes judiciaires, puisque chez eux, dans leur jargon, quand on dit plaider coupable, veut dire que tu permets qu'il y ait un arrangement. Tout ce que Glencore a sorti pour pouvoir régler financièrement ses problèmes judiciaires, c'est 12% du budget du Cameroun. 12%. Donc l'argent que Glencore a, c'est tout le budget de toute l'Afrique centrale, dépassé même. Donc pour vous dire que là, on va là. C'est 12% du budget du Cameroun, c'est pas de toute l'Afrique. Non, l'argent que Glencore sort pour régler le problème en justice, c'est 12% de notre budget à nous. Donc 12% du budget de l'État. Et quand on prend l'argent que Glencore a, tout le... Je comprends, ouais. Donc pour dire qu'on s'attaque à un monstre qui a énormément d'argent. Qui a plus. Bon. C'est un monstre qu'on attaque qui a énormément d'argent. C'est une hydre. Qui aujourd'hui, on vous dit, qui aujourd'hui a fait partie, tout un ministre du commerce aux États-Unis parce que bon. Quand il vient maintenant chez nous, pour moi, même si c'est les parlementaires, quand on met la canette. On va encore les corrompre. Tout le monde a un prix. Non, je voudrais dire que restons dans le domaine où moi je voudrais qu'on fasse comme les gens l'ont fait. Tu reconnais que tu es coupable de corruption. Moi, mon problème, c'est le préjudice subi par l'État du Cameroun. Justement. Alors, si on a pu corrompre des agents à hauteur de 7 milliards, que peuvent être, à quel montant peut-on évaluer les pertes pour le Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun a perdu? Corrompre les agents pour avoir des contrats miniers, des contrats ceci. Qu'est-ce que le Cameroun perd? Des centaines de milliards. Centaines de milliards. C'est ça qu'il faut évaluer. Et maintenant, s'il faut évaluer, il faut que Glencore, qui a les moyens colossaux, paye cela. Que Glencore paye. C'est-à-dire que notre justice soit vraiment farouche, due tout ce temps par ailleurs égal, que nos avocats, si c'est même public qui n'aient pas peur de la manette qu'on va lui donner,
qui ne panique pas. Que le parlementaire aussi, Ninche, ne panique pas quand on lui donne 50 millions. Si les gars font du bon boulot, qu'on sache que Glencore peut lui donner même 150 milliards. Et ça peut aider à remplir les caisses de l'État. Que peut faire l'État aujourd'hui, Jean-Robert Wafo? C'est ma position. Que peut faire l'État? J'ai lu le communiqué de l'ADG, administrateur directeur général de la SNH, où il a pris pour prétexte que le règlement intérieur, n'est-ce pas, interdit ce genre de pratique. C'est un peu comme si un Camerounais était condamné pour corruption, et il dit la Constitution ou bien les lois de la République, ou le code pénal interdit la corruption, donc ça veut dire que je ne peux pas être corrompu. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc je pense que l'ADG aurait mieux fait de ne pas communiquer. Et dans un premier temps, il ne communique pas. Deuxième chose, il devait relever, s'il veut faire un communiqué, qu'il nous précise s'il a traité avec Glencore ou pas. Oui. Il doit préciser. Parce qu'il n'a rien dit. Parce que s'il a traité avec Glencore, il ne l'a pas dit. Il dit plutôt que Glencore a fait état de ce qu'il y a la corruption et tout, et qu'ils ne sont pas concernés. Mais il aurait dû nous dire s'il a traité avec Glencore ou pas. Non, il n'a pas dit. Les autorités américaines et anglaises ont été saisies. Non, avant ça, avant ça. Oui. Non, tu as ce que tu as dit là. Oui. Les autorités américaines et anglaises ont été saisies en vue de fournir les éléments qui permettent d'établir la véracité de ces allégations. De quelles allégations? Non, ce n'est pas précis. Il aurait dû dire, effectivement, nous avons traité avec Glencore, donc entre telle année et puis bon, telle année. On est d'accord. Donc, ça veut dire... Charles. Écoutez, il aurait dû le préciser. Donner la période. Bon, nous avons traité. Que fait l'État du Cameroun? Ma question, c'est que faisons-nous aujourd'hui? Que faisons-nous? Que fait l'État, en tout cas? Mais l'État peut se constituer par partie civile. Oui. L'État peut intenter un procès. À Glencore? À Glencore. Parce que cette voie judiciaire permettra de savoir qui sont ceux qui, pris individuellement, ont touché des pots de vin. Et vous allez voir, il sera difficile que si l'État, si le plus haut sommet de l'État est concerné, il sera difficile que l'État intente un procès. Parce que Glencore va tout déverser. Ils vont dire, OK, comme vous n'avez pas voulu un an, ça peut être une boîte à Pandore, cette affaire. Ce sera une déflagration terrible au sommet de l'État. Ça va faire trembler 30 fois la République. Il faut le dire, parce que quand on parle des fonctionnaires, il s'agit quand même des puits de pétrole. Le pétrole fait partie, donc relève de la souveraineté nationale. Ce n'est pas des simples fonctionnaires qui ont demandé à Glencore que, bon, voilà tel puits de pétrole, bon, vous pouvez venir prendre, vous gardez ça sur vous, pour commercialiser ça dans le futur, quand le coût du brut va donc augmenter. Non, ça ne peut pas être juste sur ces fonctionnaires. Et puis, je dis, la commission d'enquête parlementaire, oui, je suis d'accord avec ça, mais comme le RDPC est ultra majoritaire, il risque de noyer, n'est-ce pas, ceux de l'opposition et puis faire passer. Mais je compte plus, non, je compte plus sur la Chambre des comptes. Parce que la Chambre des comptes a pu prouver, parce que les milliards, le Covid-Gate, donc c'est près de 180 milliards de francs CFA. Mais ils ont sorti un rapport extraordinaire, ils n'ont pas cédé à la tentation, et ils ont produit un truc vraiment remarquable. Très bien. Ou alors, et parallèlement, que l'ANIF, l'Agence nationale de l'investigation financière, qu'elle inspecte nos comptes, les comptes durant cette période-là. L'ANIF a cette prérogative-là. D'accord. Voilà. Donc il y a des choses qu'on peut faire. Maître Pensy, malheureusement... Non, parce que j'ai des choses très importantes à dire. En droit américain. Non, c'est très intéressant. Oui. Parce que, pour vous dire ceci, aux États-Unis, lorsque vous apportez la preuve qu'il y a corruption, c'est-à-dire on apporte la preuve, on vous donne de l'argent. La deuxième chose, en droit américain, lorsque vous mentez, on fait ce qu'on appelle the punitive dommage. C'est-à-dire, les dommages là qui sont l'argent, on multiplie ça par 4. Donc, si le Cameroun doit entrer dans le cadre de la procédure par des gens qui ont connaissance de ce projet, on va gagner beaucoup d'argent. Donc, je vous dis ça. Ça, c'est le droit américain que je connais un tout petit peu. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, nous ne devons pas avoir peur d'entrer dans le cadre de ce dossier
Il faut que les gens qui ont notre connaissance, qui se présentent avec le dossier, on va leur donner de l'argent. Et donner de l'argent au Cameroun. Très bien. Merci, messieurs, merci. C'est terminé. On va en parler après. C'est terminé, nous aurons l'occasion d'en reparler. C'est un sujet très, très important. Il commence à peine à dévoiler un pan des secrets que jusqu'ici, auxquels les Camerounais étaient... Voilà, on va ouvrir le débat à peine ouvert. On va parler, Jean-Robert. Là, c'est terminé pour ce soir. Comment on vole le pétrole? Comment on fait pour voler? Merci, maître René Roger Bébé, merci Jean-Robert, merci Charles-Élie, merci, merci maître Pensi, merci à vous de nous avoir regardé ce soir et à mardi prochain lorsqu'il sera 20h30. Bonsoir, merci.